Bonjour tout le monde, j'espère que je ne vous ai pas trop fait sursauter, là. Vous aviez la petite musique de la vidéo. Bonjour, bienvenue à ce webinaire portant sur les troubles du sommeil. Moi, en fait, c'est un sujet que je trouve personnellement fort intéressant. Pourquoi? Ben, parce que je connais personne au monde qui voudrait pas avoir quelques heures supplémentaires de sommeil réparateur. Je me présente, Kathleen Dahl, je suis chargée de compte au bureau de Longueuil pour SSQ Assurance. Mais on le sait tous, l'arrivée de la COVID-19, ça a causé beaucoup de stress dans la dernière année. Ça a amené de l'incertitude, ça a provoqué certaines difficultés d'adaptation auprès de l'ensemble de la population. Et à cette liste de facteurs-là, ben, on ajoute également les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, tout le monde peut en être la cible. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que la prolongation d'un déficit de sommeil, ça peut entraîner des problèmes de santé, dont l'augmentation des risques de diabète et de maladies chroniques. C'est la semaine de la santé mentale. On se doit également de noter l'impact que le sommeil peut avoir sur la santé mentale des individus qui accumulent une dette de sommeil importante. Ces troubles de sommeil-là, ben, ils peuvent avoir également un impact majeur sur vos organisations. En effet, notre conférencier, M. Morin, a d'ailleurs évalué à près de 970 millions les coûts annuels indirects associés à l'absentéisme des Québécois et à 5 milliards en ce qui a trait à la perte de productivité. C'est pas rien. Les personnes atteintes d'insomnie manquent en moyenne de 14 à 20 heures de boulot par période de 3 mois, sans compter la perte de productivité. Donc aujourd'hui, on va parler plus en détail de ces troubles du sommeil, ce qu'ils sont, leur impact, mais également, on va discuter des moyens qui s'offrent à vous et à vos organisations pour soutenir vos employés qui vivent avec des troubles du sommeil. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre premier conférencier, M. Morin. M. Morin est professeur de psychologie et directeur du Centre d'études des troubles du sommeil du Centre de recherche Cerveau à l'Université Laval. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la médecine comportementale du sommeil. Il a publié de nombreux ouvrages, 7 livres et 300 articles et chapitres sur les troubles du sommeil et plus particulièrement sur l'épidémiologie et les approches thérapeutiques de l'insomnie, dont le livre de vulgarisation Vaincre les ennemis du sommeil. Il est également rédacteur en chef adjoint des revues Sleep et Behavioral Sleep Medicine et fait partie du comité de rédaction de plusieurs autres revues scientifiques. Le professeur Morin a été président de la World Sleep Society et depuis 2018, il est président de la commission de la recherche à l'Université Laval. Avant de débuter, j'aimerais vous mentionner que tous vos micros sont en mode silence. On vous invite donc à écrire vos questions tout au long de la présentation dans la section questions et réponses. Selon le nombre et le temps disponible, nous y répondrons à la fin du webinaire. Si on n'est pas en mesure de répondre à toutes les questions par faute de temps, soyez sans crainte, on va y répondre par courriel dans les heures qui suivent. Pour optimiser l'expérience de visionnement, on vous invite à utiliser un ordinateur et éviter l'appareil mobile. Monsieur Morin, je vous cède maintenant la parole. Merci, Kathleen. Merci pour cette introduction, pour cette belle introduction au sujet de notre conférence aujourd'hui. Donc, merci à la SSQ aussi de me donner l'occasion de parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait près de 35 ans que je travaille sur le sommeil. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi d'essayer de vulgariser ce sujet-là. Puis c'est un sujet, bien, pourquoi parler du sommeil? Bien, il y a plusieurs raisons. Ça occupe notamment le tiers de notre vie. Puis, on le prend souvent pour acquis jusqu'au moment où on en manque, où on a un problème avec le sommeil. Donc, aujourd'hui, ce que je me propose de faire, c'est dans un premier temps de parler des liens entre le sommeil et la santé. Oui, la santé physique, mais aussi la santé mentale. Et ça va vraiment dans les deux sens, comme Kathleen l'a mentionné d'entrée de jeu. Je vais également parler des facteurs de risque et du fardeau associé aux troubles du sommeil, mais plus spécifiquement l'insomnie. Il y a plusieurs troubles du sommeil, mais c'est vraiment l'insomnie qui touche le plus grand nombre de personnes.
On a appris beaucoup de choses aussi sur le sommeil en temps de pandémie au cours de la dernière année. Je vous parlerai de quelques études auxquelles notre équipe a participé. Puis je vais conclure aussi sur les approches thérapeutiques, les approches pharmacologiques et non pharmacologiques. Donc, pourquoi le sommeil est important? C'est sûr que si ça occupe à peu près le tiers de notre vie, ça doit avoir une certaine importance. Là, c'est pas une perte de temps, ça. Donc, il faut voir le sommeil un peu comme un besoin essentiel, au même titre que le besoin de s'alimenter, le besoin de boire, le besoin de s'entraîner. C'est vraiment un des trois piliers essentiels d'une santé durable. Une bonne nuit de sommeil, c'est clair que ça joue un rôle vital pour la santé psychologique et physique et pour la santé cognitive aussi. Si on a une bonne nuit de sommeil en termes de qualité et de durée, on va être plus vigilant le lendemain. On va avoir une meilleure vigilance, on va probablement avoir des relations plus harmonieuses avec les gens dans notre entourage, puis ça contribue à un bien-être psychologique le jour. Sur le plan physique, c'est clair que le sommeil joue un rôle important au niveau du système immunitaire et ça nous donne une certaine résistance contre des maladies. Et on pourrait même parler de certaines résistances contre certains virus. Et aussi, lorsqu'on regarde les grandes enquêtes épidémiologiques, il en ressort toujours des liens importants entre la durée du sommeil et l'espérance de vie. Donc, clairement, le tiers de notre vie qu'on passe à dormir ou à peu près, c'est très important à plusieurs niveaux. Puis avant de parler des liens d'association entre sommeil et santé, j'aimerais ça vous dresser un petit topo très rapide. Comment ça se décide une nuit typique de sommeil chez un adulte, disons qu'il n'y a pas de problème de sommeil. Donc, on voit ici sur l'axe vertical qu'il y a différents stades de sommeil. Il y en a 5 en fait. Et ici, on a les heures de la nuit sur l'axe horizontal. Donc, pour cette personne-là, qui va prendre peut-être une vingtaine de minutes à s'endormir, elle va passer par d'abord le stade 1, qui est un stade très léger de sommeil, un stade qui fait la transition entre l'éveil et un stade de sommeil un peu plus profond. En fait, même lorsque l'électroencéphalogramme nous dit qu'une personne est en stade 1, plusieurs personnes subjectivement vont rapporter être encore éveillées. Donc, c'est vraiment un sommeil léger. Et une fois qu'on a fait un bout en stade 2, là, on entre vraiment dans les stades de sommeil les plus profonds, stade 3 et 4. Et ces stades de sommeil-là sont particulièrement importants pour la restauration de l'énergie physique. Puis après 1 heure et quart de sommeil, on remonte graduellement à la surface en stade 3, en stade 2. Et ici, le petit rectangle orangé correspond à notre premier épisode de sommeil REM de l'anglais pour Rapid Eye Movement Sleep. C'est le sommeil aussi qu'on appelle sommeil paradoxal. C'est le sommeil c'est la période pendant laquelle on rêve. Pourquoi on l'appelle paradoxal? Parce que les ondes du cerveau nous indiquent que la personne est probablement éveillée et c'est le reflet d'une activité mentale qui est très intense à cause des rêves, mais en même temps, notre corps est complètement paralysé. Donc ça complète un premier cycle de sommeil, puis on en aura un deuxième, un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. Donc tout ça est très, très bien organisé. Il n'y a rien de laissé au hasard. On passe à peu près 20% de nos nuits de sommeil en sommeil profond, à peu près 20-25% en sommeil paradoxal, qui est très important pour la consolidation des nouveaux apprentissages pour la mémoire, entre autres. Mais on a besoin de tous les stades de sommeil. On ne peut pas dire, moi, je vais juste me passer direct du stade d'éveil au stade 3 et 4. On doit passer par 1, 2, 3 et 4 et ainsi de suite. Ça, j'ai mentionné, c'est pour un jeune adulte qui n'a pas de problème de sommeil, qui ne prend pas de médicaments, qui ne souffre pas de problèmes de santé physique ou de santé mentale. Tous ces facteurs-là vont affecter et la qualité et la durée du sommeil. Mais le facteur le plus important dans tout ça, c'est l'âge. Qu'on le veuille ou non, en vieillissant, notre sommeil se fragilise.
Et ici, ce qu'on a sur cette diapo-là, c'est la proportion de temps passé dans chacune des nuits, dans chacun des stades de sommeil que je viens de décrire pour différents groupes d'âge. Et le plus gros changement qui se produit en vieillissant, c'est une diminution du sommeil profond. Donc, on voit qu'à mesure qu'on vieillit, on passe moins de temps en sommeil profond et c'est pour ça qu'on dit que notre sommeil se fragilise. Parce que cette perte de sommeil profond est remplacée par plus de temps passé en sommeil léger et même en temps éveillé au lit. Donc, et ça se produit pas à 60 ou à 55 ou à 65 ans lorsqu'on prend notre retraite. Vous voyez, c'est vraiment un processus graduel, mais ça devient particulièrement marqué dans la quarantaine, la cinquantaine. Donc, les problèmes d'insomnie deviennent plus fréquents dans ces braquettes d'âge-là ici. Et il y a plein d'autres changements avec le vieillissement aussi. En passant plus de temps éveillé au lit, souvent c'est dans l'espoir d'aller chercher notre 7 heures, notre 8 heures de sommeil qu'on avait avant, notre sommeil devient moins efficace et ça peut contribuer à une moins bonne qualité de sommeil en vieillissant. Mais les besoins de sommeil ne changent pas vraiment en vieillissant. On voit que pour le jeune adulte, là, ça tourne autour de 7, 8, 9 heures. C'est ce qui est recommandé du moins. Même chose pour des adultes, à peu près à toutes les braquettes d'âge. Et même en vieillissant, on a toujours besoin de notre 7, 8 heures de sommeil. Ce qui change en vieillissant, c'est notre capacité à aller chercher ce 7, 8 heures de sommeil dans un seul épisode, sans interruption. Puis on voit que les jeunes, c'est clair qu'avec le développement, la maturation physique, on a besoin de plus de sommeil. Un groupe qui est particulièrement en manque de sommeil, c'est nos adolescents. Souvent, les jeunes, 14, 15, 16, 17, 18 ans, ils sont en manque de sommeil. Ils ont besoin de 9, 10 heures, des fois 11 heures de sommeil, mais ils l'ont pas. Ils ont des horaires souvent saccadés. Puis quand on n'est pas en temps de pandémie, disons qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, alors ça peut contribuer à un décalage dans leur horaire de sommeil et au final à un manque de sommeil, ce qui va aussi contribuer à plus de somnolence la journée à l'école et dans certains cas, plus de problèmes d'ordre scolaire. Le manque de sommeil, c'est un mal qui est très répandu. Il y a une grande enquête canadienne auquel j'avais participé il y a quelques années avec Angus Reid et il y avait 60% des adultes qui disaient « en manque de sommeil ». Donc, et c'était plus fréquent chez les femmes de 30 à 45 ans, souvent parce que c'est le groupe qui occupe le plus souvent un double emploi, donc les obligations familiales et professionnelles. Et il y en avait 2 tiers de l'échantillon qui disaient qu'ils aimeraient avoir une meilleure qualité de sommeil. Mais en même temps, ce qui était un peu paradoxal dans cette enquête-là, c'est qu'il y avait quand même 71% des gens qui indiquaient que c'était le sommeil qui était la première chose qui sacrifiait lorsqu'il manquait de temps. Donc oui, on aimerait dormir plus, on aimerait avoir de meilleure qualité de sommeil, mais en même temps, on n'y donne pas toujours, on n'y accorde pas toujours la priorité qu'on devrait pour aller chercher notre 7-8 heures de sommeil. Puis c'est assez révélateur de dire qu'il y a près du quart des répondants qui disaient avoir pris une journée de maladie à un moment donné pour récupérer sur le plan sommeil et 46% qui avaient déjà utilisé dans le passé de médication avec ou sans ordonnance pour améliorer le sommeil. Donc, on voit que le sommeil, c'est une préoccupation importante pour plusieurs. Et jusqu'au moment où on en manque, disons que ça préoccupe moins, mais compte tenu ici qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en manquent de sommeil, bien, ça a des conséquences. Ça. Il ne faut pas banaliser. On a peut-être un peu trop tendance à banaliser l'impact du manque de sommeil. Il y en a qui vont même se valoriser avec l'idée qu'ils peuvent fonctionner avec 3-4 heures de sommeil par nuit, mais tôt ou tard, ça nous rattrape, ça. Si on parle du manque de sommeil de manière plus ponctuelle, bien, ça a un impact. Son premier impact, c'est au niveau de la fatigue, baisse d'énergie, problème d'attention le lendemain. Puis aussi, un manque de sommeil assez sérieux, bien, ça va avoir un impact sur l'humeur. Ça va produire un risque accru de dépression. Notre humeur devient plus changeante, beaucoup moins tolérant à la frustration. Et il y a des problèmes de santé qui sont associés à ça aussi, des problèmes notamment l'obésité. La nuit, on produit toutes sortes d'hormones. Notre système est encore très actif et on produit une hormone qui s'appelle la leptine,
Et la leptine, ça nous aide à contrôler notre appétit. Si on dort moins, on en produit moins, on a tendance à manger davantage. Donc, il y a des liens très clairs entre les petits dormeurs, les courts dormeurs et les risques d'embonpoint. Même chose avec l'hypertension, et je reviendrai tout à l'heure plus spécifiquement dans le contexte de l'insomnie. Ici, il faut se rappeler que je parle de manque de sommeil. Et le manque de sommeil peut être causé par toutes sortes de raisons. Les obligations familiales, professionnelles, ça peut être causé par un trouble du sommeil. Mais avant d'entrer dans les troubles du sommeil, je veux juste mentionner qu'un autre impact important du manque de sommeil, c'est sur la sécurité du public. Donc, les risques d'accident sont beaucoup plus élevés chez les personnes qui sont en manque de sommeil. Les risques d'erreur au travail aussi, particulièrement en milieu hospitalier, c'est très, très bien documenté, ça. Les résidents qui doivent faire des gardes, des fois de 36 heures et plus, là, disons que c'est pas toujours une bonne idée de se présenter à l'hôpital la nuit, parce que souvent, c'est des médecins de garde, puis ils n'ont pas toujours eu le sommeil dont ils avaient besoin pour être attentifs et porter attention à tous les détails auxquels ils doivent porter. Donc, ça, c'est le premier volet qui porte sur le manque de sommeil. Les habitudes de sommeil varient entre les espèces. Les humains, nous, on dort à peu près 8 heures par nuit, mais disons qu'il y a d'autres espèces, notamment les félins, c'est plus autour de 12, 13, 14 heures. Et il y a des espèces qui s'en tirent avec 1 ou 2 heures par période de 24 heures. Je vais passer maintenant au volet de l'insomnie. Donc, l'insomnie, on pense souvent que les gens qui font de l'insomnie sont en grand manque de sommeil. Pour certains, oui, c'est vrai, mais pas nécessairement. Ici, lorsqu'on parle d'insomnie, on parle de personnes qui ont de la difficulté soit à trouver le sommeil en début de nuit, ou à rester endormi au cours de la nuit, ou qui se réveillent trop tôt le matin et que ça a des répercussions sur le fonctionnement le lendemain. Mais ces difficultés-là, elles se présentent en dépit d'avoir l'opportunité de dormir. Quand on manque de sommeil à raison d'une urgence ou d'un échéancier à rencontrer, ben, c'est nous qui nous imposons ce manque de sommeil-là parce qu'on n'accorde pas le temps au sommeil. Mais ici, avec l'insomnie, même les gens qui vont se coucher très tôt en soirée, ce qu'on ne recommande pas nécessairement, pour être certain de dormir à l'heure voulue, ben, ils n'arrivent pas à trouver le sommeil comme ils voudraient. Donc, c'est ici qu'on va parler d'insomnie. À partir de quel moment on parle d'insomnie? Bien, c'est lorsqu'une personne prend, disons, plus de 30 minutes pour s'endormir ou passe plus d'une demi-heure éveillée dans le milieu de la nuit, que ça se présente 3 nuits ou plus par semaine, et on va parler d'insomnie chronique quand ça persiste au-delà de 3 mois. Mais il y a des personnes qui ont des problèmes plus situationnels, ponctuels, et il ne faut pas les ignorer pour autant, parce que souvent l'insomnie ponctuelle va mener à une insomnie chronique. Donc, c'est un problème qui est plus fréquent chez les femmes, chez les personnes âgées, chez les travailleurs sur des horaires atypiques, mais il n'y a pas personne qui est complètement immunisé de l'insomnie. Tôt ou tard, la plupart d'entre nous avons vécu des périodes d'insomnie en période de stress, ou encore avec un décalage horaire. Mais il y a certains groupes qui sont plus vulnérables que d'autres, notamment les groupes que je mentionne ici. Mais aussi, il y a des personnes qui sont plus vulnérables sur le plan psychologique, des personnes qui ont un tempérament anxieux et qui développent beaucoup d'anxiété de performance dès le moment où ils ont une mauvaise nuit de sommeil. L'insomnie, ça se manifeste très souvent en comorbidité avec un autre trouble médical ou psychiatrique. Et ici, je vous présente des données. C'est des données américaines, mais ça varie pas beaucoup d'un pays à l'autre. Mais on a comparé les individus qui ont participé à une enquête et des individus qui disaient souffrir d'insomnie et ceux qui n'avaient pas d'insomnie. Et là, on regardait pour chaque condition médicale ici, quelle était la proportion d'individus qui rapportaient de l'insomnie. Donc, pour l'hypertension, on voit que les personnes qui souffrent d'hypertension, il y en a à peu près 2 fois plus qui vont également rapporter de l'insomnie. Les maladies coronariennes, c'est à peu près la même chose. On voit le diabète, l'obésité. Puis quand on arrive au niveau des problèmes de santé mentale, bien, il y a 5 fois plus de personnes qui souffrent d'insomnie qui vont présenter un problème de santé mentale coexistant que chez les personnes qui n'en souffrent pas.
on serait peut-être porté à conclure à partir de ces données-là que c'est l'anxiété ou la dépression qui cause des problèmes de sommeil, mais pas toujours. Parce qu'ici, c'est des données transversales, donc ça ne nous renseigne aucunement sur qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est la conséquence. Je vais vous présenter d'autres données tout à l'heure longitudinales qui nous indiquent que dans bien des cas, chez des personnes qui n'ont jamais eu d'anxiété ou un problème de dépression, mais qui développent de l'insomnie, et si l'insomnie persiste dans le temps, bien, c'est souvent un risque de développer une dépression majeure. D'ailleurs, il y a eu des changements importants au niveau de la nosologie des troubles psychiatriques et des troubles du sommeil dans la dernière décennie. Avant, on parlait d'insomnie primaire et secondaire selon ce que le clinicien considérait être le plus important. Mais maintenant, on ne fait plus cela. Maintenant, si une personne présente un problème de sommeil et aussi peut-être un problème de dépression, ben, on doit diagnostiquer le trouble de sommeil tout aussi souvent que le trouble de santé mentale. Et au niveau des recommandations pour le traitement, bien, les experts s'entendent pour dire qu'on doit traiter les deux problèmes de fond et ne plus assumer que si on traite la dépression, ça va régler le problème de sommeil. Parce que les données nous disent que très souvent, même si on traite efficacement la dépression majeure, que ce soit avec une médication ou avec une approche psychologique, l'insomnie et la fatigue sont les deux symptômes résiduels les plus fréquemment rapportés après ce traitement-là et leur persistance dans le temps accentue les risques d'une rechute pour la dépression. Donc ça, c'est important à retenir. On prend souvent pour acquis aussi que l'insomnie, c'est un petit problème ponctuel, puis si on n'y porte pas trop attention, bien, ça va éventuellement s'estomper de lui-même. Mais on mène une grande enquête épidémiologique à la grandeur du Canada depuis une dizaine d'années et on suit une cohorte d'à peu près 4000 personnes, dont 1800 qui souffrent d'insomnie, soit des symptômes ou qui rencontrent tous les critères pour un trouble d'insomnie. Et on voit ici, si on regarde juste le total pour les deux sous-groupes, que quand on fait des suivis annuels avec ces mêmes individus-là, il y a 74% des personnes qui rapportaient de l'insomnie au niveau de base, qui continuent d'en rapporter à l'année 1, à l'année 2, encore 50% à la troisième année qui ont rapporté de l'insomnie tous les 3 ans. Puis rendu à 5 ans, il y en a encore 42% de l'échantillon initial qui ont rapporté de l'insomnie à chacune de ces années-là. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il ne faut pas prendre pour acquis que le problème va se régler de lui-même. Si on veut que le problème disparaisse, on va devoir lui porter attention et le traiter. Sinon, ben, on risque de se retrouver avec d'autres problèmes. Parce que si l'insomnie persiste dans le temps, bien, on est à risque accru de faire une dépression, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et il y a maintenant tellement d'études longitudinales qui ont documenté ce lien d'association-là que maintenant on a des méta-analyses qui combinent les données de toutes ces études-là. Ici, c'est les données de 21 études, mais au final, on a observé que lorsqu'on combine les données de toutes ces études-là, les données indiquent qu'une personne qui souffre d'insomnie chronique est 2 fois plus à risque de développer une dépression majeure éventuellement que la personne qui n'a pas de problème de sommeil ou pour qui le problème de sommeil se résorbe dans le temps, soit en raison d'un traitement ou d'une autre raison. Maintenant, l'insomnie a aussi des impacts importants à d'autres niveaux. Si on prend juste au niveau du travail, il y a de grandes études épidémiologiques réalisées en Scandinavie, notamment en Norvège, qui donnent des liens d'association. Ici, ça, c'est les rapports de Cotte, les liens d'association entre des absences prolongées et incapacité permanente au travail. En fait, c'est des liens d'association entre insomnie chronique et incapacité permanente au travail. Donc, on voit, si on compare des individus qui présentent de l'insomnie et d'autres conditions médicales et psychologiques, bien, c'est vraiment plus élevé le risque d'incapacité permanente dans le temps. Mais même si on
contrôle, on ajuste pour d'autres facteurs de risque d'incapacité permanente, je sais pas moi, de la douleur, maladie cardiovasculaire et ainsi de suite, bien, on retrouve quand même un lien d'association très élevé. Et ces liens d'association sont aussi présents lorsqu'on les met en association avec des absences pour raison de maladie pour une période de 15 jours ou plus sur une période de 4 ans. Donc, oui, ça a un impact important sur la santé physique, la santé mentale, mais aussi sur la santé dite au travail. Dans le cadre de notre grande enquête longitudinale, la grandeur du Canada, j'ai des étudiants qui font leur thèse de doctorat sur différentes bases de données qui sont dérivées de cette enquête-là. Et il y a une de mes étudiantes qui s'était intéressée justement au problème d'absentéisme et aux coûts associés à l'insomnie. Et vous voyez, ici, on comparait les absences rapportées par les gens qui se disaient bons dormeurs aux personnes qui présentaient des symptômes d'insomnie, mais sans que ce soit trop sévère, et finalement ceux qui présentaient tous les symptômes typiques d'une personne qui souffre d'un trouble d'insomnie chronique. Et on peut voir pour chacun de ces indicateurs-là, les absences au travail, les absences spécifiquement attribuées à l'insomnie, les journées avec baisse de productivité et celles qui étaient attribuées à l'insomnie. On sait que c'est des jugements subjectifs, mais quand même, je pense que ça nous donne une indication de l'ampleur et de l'impact des problèmes d'insomnie sur la productivité et le rendement au travail. Kathleen y a fait référence d'entrée de jeu, mais on a également essayé de chiffrer les coûts associés à l'insomnie. C'est toujours un petit peu embêtant et difficile d'attribuer des coûts. Donc, la majorité des coûts ici n'étaient pas dus aux traitements qui sont initiés pour le problème de sommeil, mais plutôt par des coûts indirects, c'est-à-dire des coûts causés par des coûts engendrés soit par l'absentéisme au travail ou par la baisse de productivité. En fait, sur les 100% des coûts, on estimait qu'il y avait seulement 10% qui étaient attribuables à un traitement et 90% qui étaient attribuables à d'autres causes, notamment la perte de ressources humaines. Donc, c'est quand même important. Puis juste à titre d'information, à partir de cette base de données-là, on estimait qu'il en coûtait à peu près 5 000 $ par année par individu qui souffrait d'insomnie pour ces différents coûts-là. C'est très approximatif, mais quand même, quand on estime que la prévalence de l'insomnie chronique est de 10%, et à ça s'ajoute un autre 20 à 30% qui souffrent d'insomnie occasionnelle, ben, ça en fait du monde à la fin de l'année et ça fait des coûts astronomiques. Alors ça complète le deuxième volet. Maintenant, je vais parler brièvement de ce qu'on a appris sur les problèmes de sommeil et de rythme circadien depuis le début de la pandémie. Comme vous vous en doutez probablement, les gens rapportent un sommeil de moins bonne qualité. Il y a une augmentation, malgré les taux de prévalence que je viens de mentionner, là, il y a une augmentation et de la prévalence et de l'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas d'insomnie depuis le début de la pandémie. Et on observe aussi d'autres phénomènes. Avec le télétravail, il y a beaucoup de gens qui ont comme déplacé leur horaire de sommeil. Ils ont tendance à vouloir aller se coucher un peu plus tard, puis si l'horaire de travail le permet, se lever un peu plus tard le matin. On pourrait penser que pour les gens qui sont en manque de sommeil, c'est une bonne façon de récupérer. Et c'est ce qu'on observe dans certains cas. Mais dans plusieurs autres cas, même si on a augmenté le temps passé au lit, la qualité du sommeil ne s'est pas améliorée pour autant. Puis je vais vous donner un petit peu plus de détails là-dessus. Mais juste pour illustrer le niveau de préoccupation pour le sommeil depuis le début de la pandémie, il y a des chercheurs qui sont intéressés au nombre de recherches sur Google avec le mot-clé insomnie. Et vous voyez ici, on a pour les mois, le début de l'année de 2020. Donc, avant la pandémie, on voit les recherches Google pour insomnie, c'était, peu importe le nombre. Ce qu'on remarque, c'est que dès la mi-mars, il y a eu une augmentation quand même très importante du nombre de recherches
pour le mot insomnie. Donc, on n'a pas besoin de se lancer dans une grande interprétation pour avancer que ça reflète fort probablement une préoccupation accrue pour le sommeil depuis le début de la pandémie. Puis cette préoccupation-là est quand même très étroitement reliée au taux de décès qui correspondait à peu près à cette même période-là. Et ça, c'est au niveau mondial. Puis ici, on est au niveau des États-Unis. On a participé, en fait, on a initié notre groupe de recherche à l'Université Laval, on a initié avec des collègues internationaux une grande enquête après le début de la pandémie au printemps dernier. Et vous voyez les différents pays qui ont participé à cette enquête-là, où on sondait les participants, on les invitait à aller sur une plateforme web et on les invitait à compléter un questionnaire qui avait des questions sur le sommeil, l'anxiété, dépression et plusieurs autres facteurs. Mais regardez juste le taux d'insomnie qu'on a obtenu dans cette enquête-là. Ici, ça, c'est un questionnaire qui s'appelle l'index de sévérité de l'insomnie. Un score de 10 et plus nous indique que c'est une personne qui présente certainement des symptômes d'insomnie. Puis un score de 15, cette personne-là probablement rencontre les critères d'un trouble d'insomnie. Je viens de vous dire que les taux de prévalence pour l'insomnie en temps normal sont d'à peu près 10 pour le trouble d'insomnie et peut-être 20 à 30 pour les symptômes. Regardez ici comment ça a augmenté depuis le début de la pandémie. Oui, vous allez dire, bon, c'est pas un échantillon aléatoire et vous avez raison parce que on sollicite des volontaires qui veulent bien compléter notre enquête et on pourrait penser que les gens qui ont davantage de problèmes de sommeil vont s'intéresser davantage à ce type d'enquête-là. Mais peu importe, les taux sont extrêmement élevés et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est est-ce que les gens qui ont développé de l'insomnie pendant la pandémie, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Est-ce qu'ils vont continuer de faire de l'insomnie? Parce qu'on sait que l'insomnie, c'est souvent un problème qui persiste dans le temps. Et juste à titre indicatif, vous voyez que les taux d'anxiété et de dépression sont aussi extrêmement élevés. Ici, au bas du tableau, on a les données mondiales, les données pour tous les pays combinés ensemble. Mais quand vous comparez le Canada avec d'autres pays, je vais vous dire qu'on a des données qui sont un peu alarmantes pour tous ces problèmes-là. Et c'est vrai, j'ai une autre diapo où on a une carte du monde, mais quand on compare les 3 pays d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, le Brésil, le Canada et les États-Unis, c'est nous qui avons les taux les plus élevés. Puis quand on compare les pays asiatiques, il y en avait 2 dans cette enquête-là, la Chine et le Japon, c'est eux qui ont les taux les moins élevés. Puis en Europe, il y avait plus de variabilité d'un pays à l'autre. Mais c'est quand même intéressant. Puis là, on est en train de regarder ces données-là et de faire des liens avec les taux de décès et le nombre de cas infectés par la COVID. Et ça pourrait aussi être révélateur de ce côté-là. On a mené une autre enquête. On était un peu opportuniste depuis le début de la pandémie, mais on a tiré profit de notre cohorte de 4000 personnes qu'on évaluait depuis une dizaine d'années, puis on a dit on va se revirer de bord assez rapidement. On va avoir des données de base sur ces gens-là. Parce que dans l'autre enquête, on a beau demander aux gens comment vous dormez présentement, ça nous dit rien en termes de comparatif avec comment ils dormaient auparavant. Mais ici, on a un comparatif. Donc, la dernière fois que les gens avaient complété notre enquête, c'était en 2018. Puis là, on a dit, on va retourner sonder un sous-groupe. On voulait bouger très rapidement, donc on a travaillé uniquement avec les francophones du Québec. On avait une petite cohorte de à peu près 1000 personnes, puis il y en a 594 qui ont répondu à notre questionnaire. Ça remonte à mai 2020. Donc, ici, en 2018, sur 594, il y en avait 343 qui se disaient bons dormeurs, 151 qui présentaient des symptômes et 100 qui avaient un trouble d'insomnie. On peut voir les changements avec 2020. Donc, les taux de prévalence, ils ont augmenté de 42 à 52 . Les taux d'incidence, ça, c'est les nouveaux cas. Donc, parmi les gens qui se disaient bons dormeurs en 2018, combien ont développé soit des symptômes ou un syndrome ou un trouble d'insomnie? Donc, c'est des taux d'incidence de 33 . C'est vraiment très élevé. Habituellement, le taux annuel
de nouveaux cas d'insomnie, c'est à peu près 4%. Bon, ici, c'est une période de 2 ans. On pourrait s'attendre peut-être à 8% d'incidence, mais là, on en a 4 fois plus que ça. Donc, peu importe comment on regarde ça, là, la pandémie a vraiment eu un impact sur la santé mentale des gens et ça l'inclut le sommeil. Une autre diapo ici que je trouve vraiment intéressante qui provient de données colligées en Europe, plus spécifiquement en Italie. Et c'est important de faire le lien ici avec les différents groupes de travailleurs. Donc, on a des gens qui travaillaient pas au moment de l'enquête, des gens qui avaient arrêté de travailler à cause de la pandémie, des gens qui étaient en télétravail, des gens qui avaient conservé un horaire habituel et des étudiants. Et ce qu'on comparait, c'était leur heure de coucher habituelle avant le confinement et après le confinement. Puis ici, on a l'heure de lever. Donc, si on regarde prenons les gens qui sont en télétravail. Donc, en moyenne, ces gens-là, avant le confinement, disaient qu'ils allaient se coucher vers 11h30. Puis, durant la pandémie, il avait décalé d'à peu près 1 heure. Il allait se coucher à minuit et demi. Si on regarde pour ce qui est du lever le matin, toujours ces gens-là qui étaient en télétravail, donc ils se levaient peut-être vers 7h20 normalement. On voit que c'est des gens, des Européens et des Italiens, ils n'ont pas le même horaire de sommeil qu'on a en Amérique du Nord au départ. Mais l'intérêt ici, c'est de voir comment la pandémie a amené les gens, le confinement, comment ça a amené les gens à déplacer leur horaire de sommeil. Et regardez les étudiants maintenant, eux, ils sont passés d'une heure de coucher à 11h45 et s'étaient repoussés jusqu'à 1h moins quart du matin. Et le matin, ils se levaient, au lieu de se lever à 8h20 à peu près, juste pour le cours de 8h30, ben, ils ont poussé ça jusqu'à 10h moins quart. Donc vraiment, le confinement a eu un impact très important sur les habitudes de sommeil. Quand on regarde toutes ces données-là, il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer aux difficultés de sommeil en temps de pandémie. Il est clair qu'au début de la pandémie, le stress et l'anxiété, ça jouait un rôle vraiment important pour déclencher des épisodes d'insomnie. L'incertitude, la peur de cette infection-là, les changements que ça a engendré au niveau des responsabilités familiales, d'avoir des enfants à la maison, pour les gens qui étaient habitués d'aller les mener à la garderie. Donc, tout ça a contribué probablement. Mais il y a le confinement aussi, l'isolement social, dans certains cas de dépression. Ce qu'on observe dans nos enquêtes, on commence à regarder ces données-là, c'est soit les personnes qui vivent complètement seules ou celles qui vivent avec 5-6 personnes dans la même maisonnée qui semblent avoir le plus de problèmes de sommeil. Et on pourrait penser que ceux qui sont seuls, il y a probablement le phénomène d'isolement, dépression. Puis quand il y a 5-6 personnes dans la maison, probablement que ça amène un stress additionnel de ne pas arriver à faire le travail qu'on doit faire parce qu'on a d'autres responsabilités, beaucoup d'interruptions. Puis évidemment, il y a plein d'autres facteurs ici au niveau de l'utilisation accrue d'alcool, de substances. Le temps d'écran, c'est clair que les gens passent plus de temps à l'écran et qu'il y a un lien direct avec les problèmes de sommeil. Puis aussi l'absence de routine. Je veux dire, en temps normal, on se lève à une heure fixe, on mange à des heures fixes, on se présente au travail à des heures fixes, on s'entraîne, on a du social. Tout est bien régimenté. Mais avec la pandémie, là, nos petites routines ont pris le bord pas mal. Puis ça peut aussi contribuer à des problèmes de sommeil. Donc, j'arrive maintenant au dernier volet qui sont les approches thérapeutiques. Bon, est-ce qu'on peut faire autre chose que compter des moutons lorsqu'on a des problèmes de sommeil? Donc, il y a plusieurs options thérapeutiques. On connaît tous la pharmacothérapie et ça se déploie de différentes façons. Il y a différentes classes de médicaments, les somnifères qui sont spécifiquement approuvés par Santé Canada ou d'autres agences réglementaires pour traiter l'insomnie. Et il y a d'autres produits aussi qu'on obtient sans ordonnance. En pharmacie, je pense au Nitol, le Sominex, le Tylenol PM.
tous ces produits-là contiennent le même agent, le même ingrédient actif qu'on a dans le Benadryl et qu'on ressent de la somnolence. C'est un antihistaminique, pas très utile pour traiter des problèmes de sommeil. En fait, ça cause plus d'effets indésirables dans bien des cas que les médicaments prescrits par un médecin. Donc, c'est à éviter. Certains antidépresseurs sont utilisés parce qu'ils ont des effets sédatifs, donc ils sont utilisés pas contre indication, mais hors indication. Et il y a des produits comme la mélatonine, la valériane qui sont aussi utilisés. Je pourrais y revenir plus tard. Les approches dites complémentaires ou alternatives sont très populaires, particulièrement au Québec. Dans nos enquêtes, c'est incroyable le nombre de personnes qui prennent toutes sortes de potions magiques pour leurs problèmes de sommeil, alors qu'il y a essentiellement aucune donnée probante pour appuyer ce type d'approche-là. Pour ce qui est de l'acupuncture, je dois par contre être un peu plus prudent. Il commence à y avoir des études un peu plus là-dessus. Puis au niveau de la phytothérapie, j'ai mentionné la valériane, il y a quelques études là-dessus, mais disons que c'est pas nécessairement ce qu'on va privilégier en premier. Et finalement, il y a les approches non pharmacologiques, mais qu'on peut résumer sous le libellé de thérapie cognitive comportementale. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler de c'est une forme de psychothérapie brève. Je pense que OK. Ouais. Donc, c'est une psychothérapie brève, habituellement qui est offerte sous forme de consultation individuelle. C'est très structuré, ça cible spécifiquement les habitudes, les croyances et les inquiétudes reliées au sommeil. Donc, ça n'a rien à voir là, avec une psychanalyse. Là. C'est très pratico-pratique, mais ça demeure une forme de psychothérapie. Et c'est bref, particulièrement pour l'insomnie, parce que quand on parle de TCC pour l'anxiété ou la dépression, on parle plus d'une dizaine, une douzaine, une quinzaine de consultations pour arriver à des résultats intéressants. La TCC a tellement de données probantes maintenant qui ont été accumulées au cours des 2-3 dernières décennies que c'est devenu le traitement de référence pour l'insomnie chronique. Et c'est pas les psychologues qui le disent, ça, c'est plusieurs organisations professionnelles de médecins, de spécialistes de la médecine du sommeil. C'est vraiment ce qui est recommandé pour toute personne qui souffre d'insomnie chronique, dans la mesure où l'expertise et le traitement sont disponibles. Et ce traitement-là est recommandé même pour les personnes qui auraient un trouble concomitant, donc comorbide comme la dépression, la douleur. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est essentiel de cibler directement le sommeil dans la prise en charge du patient. Les taux de réponse sont super intéressants, c'est pas parfait, mais 70 à 80% des patients qui répondent bien à cette approche-là et environ 50%, 60% qui vont être en rémission complète. Peut-être, je vais revenir dans un moment, mais ce qui distingue cette approche-là de la pharmacothérapie qui produit des résultats plus rapides, c'est que les résultats sont très durables dans le temps. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Là, je vais revenir à quelques mots sur les somnifères. J'ai passé rapidement là-dessus, mais il existe toute une panoplie de somnifères qui sont approuvés par Santé Canada. Ça peut être les benzodiazépines, comme par exemple le Restoril, l'Ativan, à la limite le Valium, le Rivotril. Toutes ces médications-là appartiennent à la même classe de médicaments. Après ça, on en a une autre classe, les Z, qu'on appelle communément le Zolpidem, le Zaleplon et le Zopiclone, ou bien Imovan, Sublinox. Donc, ça, c'est une autre classe. Et plus récemment, il y a 2-3 autres médicaments qui ont été ajoutés sur le marché. En général, ces médicaments-là fonctionnent très, très bien à court terme. Donc, lorsqu'on les utilise pour les premières nuits, ça fonctionne à merveille pour la plupart des gens. Il y en a qui vont avoir des réactions négatives, mais en général, ça va induire le sommeil beaucoup plus rapidement et on va se réveiller moins souvent au cours de la nuit, moins longue durée, puis on va peut-être gagner 1 heure de sommeil. Mais il n'y a pas un médicament sur le marché qui va faire qu'une personne qui dort habituellement
5 heures par nuit qui va la faire dormir 8 heures. Habituellement, quand on a gagné 1 heure, peut-être les premières nuits un peu plus, mais ça, c'est les bénéfices de ces médicaments-là, mais je dois vraiment insister sur le court terme, parce qu'une personne qui utilise un de ces médicaments-là à toutes les nuits sur une période prolongée, bien, il y a des risques de tolérance. C'est-à-dire qu'on s'habitue, un peu comme pour l'alcool, plus on en prend, plus on a besoin d'en prendre pour le même effet. Ben, c'est un peu la même chose avec ces médicaments-là. Et dans certains cas, c'est très difficile de s'en défaire. Donc, il y a une forme de dépendance qui se développe. C'est souvent une dépendance qui est plus psychologique que physiologique. Il reste que ces médicaments-là sont beaucoup plus sécuritaires que ce qu'on avait il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années avec les barbiturites. C'est incroyable comment ça pouvait assommer un cheval, ça. Puis évidemment, ça laissait des traces le lendemain. Et puis même encore avec certains médicaments, là, quand une personne âgée utilise du Dalman, par exemple, c'est une benzodiazépine qui a une durée d'action très, très longue. Une personne âgée n'a jamais le temps de complètement éliminer toute la médication d'une nuit à l'autre. Alors, à un moment donné, elle peut devenir confuse et ça peut nuire à sa conduite automobile même. Donc, c'est à éviter ça. Mais dans le court terme, en situation de crise, ça peut être très utile. On a fait plusieurs études au fil des années. On a comparé ces différentes approches-là. C'est un peu mon dada, ça, de comparer approches psychologiques et pharmacologiques. C'est une étude, ça, qui date quand même d'une vingtaine d'années, mais je pense que ça illustre très bien, lorsqu'on compare les deux approches, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat. Donc ici, c'est CBT, c'est pour l'anglais, mais TCC, donc c'est la thérapie cognitive comportementale, la médication, une approche combinée, un placebo. La variable dépendante, ici, c'est le temps passé éveillé au cours de la nuit. On travaillait avec un petit groupe de personnes âgées, donc leur principal problème, c'est de rester endormi au cours de la nuit. Donc, on peut voir que ceux qui ont été traités avec une TCC sur 8 semaines avec un psy, c'est eux qui ont vraiment eu les meilleurs résultats, peut-être un peu comme l'approche combinée, donc une baisse très marquée du temps d'éveil au cours de la nuit, mais c'était quand même très, très significatif aussi pour la médication. Mais ce qui est intéressant est plus significatif pour les 3 approches que le groupe placebo. Mais quand on fait des suivis à 3 mois, 12 mois et 24 mois, on voit que c'est ceux qui sont traités avec l'approche comportementale qui maintiennent leur gain thérapeutique le mieux. Ceux qui reçoivent la médication, vous voyez, graduellement, ils retournent à la case de départ. Et pour ceux qui ont eu l'approche combinée, on pourrait penser que ce serait le meilleur des deux mondes. On capitalise sur un effet rapide de la médication et un effet durable de la TCC. Pour certains de ces gens-là, ces personnes-là, c'est ce qui s'est produit. Mais pour d'autres, disons qu'ils n'ont pas bien intégré les consignes comportementales et peut-être se sont trop investis ou pas suffisamment investis dans le changement d'habitude et ils ont misé sur la médication uniquement. Évidemment, quand on leur enlève la médication, ces gens-là sont beaucoup plus à risque de faire une rechute que s'ils ont bien intégré l'enseignement qu'on leur a fait dans le cadre de la thérapie cognitive comportementale. Donc, le problème avec cette thérapie-là, c'est qu'elle n'est pas toujours disponible. Et il y a peu de cliniciens encore qui ont l'expertise pour offrir cette thérapie-là. Donc, on voit se dessiner beaucoup d'alternatives sous forme de télésanté, de traitement numérique, thérapie de groupe, traitement offert par des infirmières en milieu, en clinique médicale. Et je pense que tout ça peut être d'une très grande utilité pour rendre le traitement plus accessible. Mais il y aura toujours des personnes qui vont avoir besoin d'un coach individuel pour les guider dans cette démarche-là. Donc, je conclus simplement en soulignant à nouveau que le sommeil, c'est vraiment un pilier essentiel à la santé et on ne doit pas banaliser les conséquences du manque de sommeil ou d'un sommeil perturbé parce que ces conséquences-là, elles sont réelles. La médication, oui, mais il faut voir ça comme une bouée de secours. C'est vraiment pour l'insomnie situationnelle. L'approche psychologique peut sembler plus coûteuse au départ, mais clairement, elle produit des effets plus durables dans le temps. Puis je pense qu'avant longtemps, on va avoir les données qui vont documenter le rapport coût-efficacité de cette approche-là en termes de réduction de morbidité ou d'absentéisme au travail ou d'impact sur la santé physique. Il
faut admettre, moi je suis un chercheur, un clinicien aussi, mais un chercheur, mais malheureusement, il y a encore un fossé très important entre ce que les données probantes nous disent et les pratiques cliniques actuelles. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je redonne la parole à Kathleen et je vais revenir un petit peu plus tard pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Morin. Même si, selon les statistiques que vous nous avez données, peut-être que plusieurs personnes d'entre nous souffrent de troubles du sommeil, je suis convaincue qu'il n'y a personne qui s'est endormi pendant votre présentation. C'était très intéressant. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre deuxième conférencière, Mélina Lamarche, qui est conseillère principale stratégie et santé organisationnelle à la capitale. Mélina Lamarche élabore et soutient la mise en œuvre de stratégies en santé organisationnelle depuis maintenant 17 ans. Elle participe au développement de l'offre préventive de la capitale et au déploiement de son programme VIVA depuis 4 ans. Elle intervient au sein de différents types d'organisations en accompagnant les comités santé à mettre en place des pratiques organisationnelles favorables à la santé de leur personnel. Reconnue pour cette expertise, elle agit également comme auditrice libre pour la norme nationale Entreprises en santé élaborée par le Bureau de normalisation du Québec. Mélina, chers collègues, à toi la parole. Merci Kathleen. Merci également M. Morin pour cette excellente et très intéressante présentation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de vous présenter notre offre distinctive en santé dans le cadre de ce webinaire sur le sommeil qui tombe d'ailleurs à point avec la semaine de santé mentale. M. Morin nous a bien démontré à quel point il y a une relation étroite entre les troubles du sommeil et les troubles d'ordre psychologique. Pour SSQ, agir en prévention a toujours été une priorité et c'est pourquoi de la fusion, la capitale et SSQ est née une vice-présidence présence au travail et mieux-être dans laquelle se retrouve notre direction principale, excellence des pratiques et solutions d'accompagnement, qui a pour mission d'offrir de l'expertise et de l'accompagnement toujours basé sur l'excellence des pratiques et les données probantes en matière de santé, de présence au travail, d'invalidité et de réadaptation. Et ça, bien évidemment, mais toujours dans le respect de nos valeurs de proximité, de proactivité et de simplicité pour nos clients et partenaires. Cette mission-là a permis la création d'une équipe nationale composée d'experts et de professionnels de la santé qui sont dédiés pour soutenir nos clients dans l'élaboration d'une stratégie pour développer une culture santé. Une équipe dont je fais partie et je suis entourée de collègues tout aussi passionnés que moi, dont je vous les présente aujourd'hui. Brigitte Marcoux, notre directrice, Véronique Grenier, conseillère en ressources humaines agréée et kinésiologue. Valérie Fernandez, conseillère en santé organisationnelle et également kinésiologue. Catherine Desforges, conseillère en promotion de la santé et nutritionniste, ainsi que Julie Politi, conseillère sur nos projets spéciaux de développement de notre offre. Notre équipe accompagne les clients SSQ à mettre en place tout le nécessaire pour soutenir la santé de leurs employés. Donc, notre approche se décline en 3 volets et regroupe maintenant les grandes forces de la capitale et SSQ en santé organisationnelle. Le premier volet, c'est l'accompagnement dans la mise en œuvre et le déploiement d'une démarche en prévention et promotion de la santé qui, pour nous, est un levier essentiel à la présence au travail et au développement d'une culture santé. Nos experts sont présents à chacune des grandes étapes, c'est-à-dire dès les premières réflexions sur la portée de la démarche, jusqu'au développement d'un plan d'action qui devrait regrouper les 4 grandes sphères d'intervention qui sont reconnues pour avoir un impact sur la santé des employés. Et là, je parle des habitudes de vie, de l'environnement de travail, des pratiques de gestion et des pratiques de conciliation travail et vie personnelle. D'ailleurs, le regroupement entre SSQ et la capitale nous permet maintenant d'offrir à nos clients plus d'une centaine d'outils et de campagnes de sensibilisation sur ces sujets. Le deuxième volet offre un accompagnement en gestion de la présence au travail. Ici, notre objectif, ça va être vraiment d'outiller les gestionnaires à être à l'aise, à intervenir dans tout le processus qui entoure l'invalidité, c'est-à-dire avant, pendant, après l'absence, lors du retour au travail.
Donc, toujours dans un esprit de collaboration, notre équipe analyse les processus qui encadrent la gestion de la présence au travail, ce qui permet ensuite d'ouvrir une discussion sur les opportunités d'amélioration, puis d'élaborer des guides qui seront destinés aux employés et aux gestionnaires. Puis pour aller encore plus loin dans la démarche, on peut déployer des ateliers de coaching dans l'action qui, cette fois-ci, auront comme objectif plus de développer le savoir-faire des gestionnaires. Finalement, le dernier volet, on retrouve le programme Soutien à la santé qui vise à prévenir l'absentéisme dans l'organisation. Le programme se décline de 3 façons. Tout d'abord, un service d'accompagnement pour les gestionnaires est disponible pour les conseiller sur l'approche à adopter auprès de leurs équipes dans des situations pour lesquelles ils pourraient se sentir soit inconfortables ou encore mal outillés pour intervenir. Ensuite, un support est aussi offert en situation de crise, comme par exemple le décès d'un employé ou encore une restructuration là, importante dans l'organisation. Et peu importe finalement la nature de l'événement, un intervenant du programme Soutien à la santé peut se rendre sur place en moins de 24 heures pour aider à désamorcer la situation. Et finalement, le dernier volet, c'est le volet référencement qui permet à un gestionnaire de référer un employé vers ce service pour lui permettre de bénéficier du soutien d'un professionnel de la santé, et ce, autant pour des aspects de santé physique que psychologique. D'ailleurs, le sujet des troubles du sommeil abordé dans le webinaire aujourd'hui, c'est un bel exemple de problématique pour lequel un gestionnaire pourrait vouloir référer un employé. Monsieur Morin l'a mentionné, le sommeil, c'est essentiel à une bonne santé physique et psychologique, que le trouble du sommeil soit un symptôme à un autre problème ou le problème lui-même. Il est important de s'en préoccuper. Dans sa présentation, Monsieur Morin a bien démontré à quel point l'insomnie peut coûter cher à une organisation. Puis moi, j'ajouterais cette statistique-là que je trouve vraiment intéressante. Donc, au Canada, on chiffre à 80 000 le nombre de jours de travail perdus à cause de l'insomnie. Mal dormir, ça affecte autant la vie personnelle que professionnelle d'une personne. La fatigue a un effet important sur le comportement, l'humeur et même sur les capacités cognitives, là, la mémoire, la concentration. Puis, la prestation de travail peut être affectée. Puis, en tant qu'employeur, vous pouvez vous faire une différence sur la qualité du sommeil de vos employés. Aujourd'hui, je vous présente 3 stratégies pour lesquelles notre offre en santé organisationnelle soutient nos clients dans la poursuite de cet objectif-là. Instaurer un programme de santé, sensibiliser ses équipes à l'importance de bien dormir et offrir des solutions d'accompagnement. Donc, premièrement, instaurer un programme qui mise sur la santé globale, pour nous, c'est un pilier essentiel à la réussite de cet objectif-là. La qualité du sommeil peut être influencée par plusieurs facteurs. On l'a vu dans la présentation de M. Morin, le stress, même les relations de travail, les habitudes de vie. Puis en tant que kinésiologue, je ne peux pas faire autrement que de penser, par exemple, à l'activité physique qui, à elle seule, pratiquée au bon moment, peut grandement améliorer la qualité du sommeil. Donc, déployer des initiatives de santé globale, donc toujours ciblées évidemment sur les préoccupations, les intérêts des employés, devrait être à la base de toute démarche de prévention. Si on ne touche pas directement à la thématique, même si on ne touche pas là, directement à la thématique du sommeil, l'effet positif qu'on peut avoir sur lui va être inévitablement présent. Notre équipe d'experts en prévention et promotion de la santé est disponible pour accompagner nos clients dans cette démarche-là. Ensuite, si le sommeil est un enjeu qui est particulièrement préoccupant dans l'organisation, un plan d'action plus spécifique à cette problématique-là devrait être envisagé. Pour traiter un problème, il faut avant tout pouvoir le comprendre. Donc, c'est important de sensibiliser et de former ses équipes sur l'importance d'un sommeil de qualité, mais aussi sur les stratégies à mettre en place pour y arriver. Donc, en toute simplicité, là, chez SSQ, on a une campagne de sensibilisation Bonne nuit, bonne santé qui permet à nos clients d'atteindre cet objectif-là. Finalement, afin de soutenir les employés pour qui la qualité de leur sommeil
nuit de façon importante à leurs activités quotidiennes, c'est également important d'offrir des solutions d'accompagnement. Comme je vous le mentionnais plus tôt, le programme Soutien à la santé offert par SSQ est un bel exemple de solution d'accompagnement. À même ce service, les personnes qui sont admissibles ont accès à une clinique virtuelle du sommeil qui propose un parcours de soins personnalisé axé sur l'amélioration des symptômes légers à modérés d'insomnie. Pour les problèmes plus sévères, puis je suis contente, M. Morin, vous en avez parlé, la thérapie cognitive et comportementale fait partie des solutions efficaces et reconnues. Et sachez qu'à travers le programme Soutien à la santé, c'est possible de bénéficier de ce genre d'accompagnement-là. Les bénéfices que peuvent retirer les employeurs d'une approche préventive sont maintenant connus, ils sont nombreux. Investir en santé permet, oui, d'optimiser la présence au travail, de réduire les coûts qui sont associés à des problèmes de santé, mais investir en santé, ça permet également de créer une expérience employée qui est positive, de faire rayonner la marque employeur en ayant des employés qui sont heureux, mobilisés et en santé. La santé des gens, des employés de nos clients, c'est vraiment au cœur de nos priorités. C'est notre mission comme équipe en santé organisationnelle. Si vous êtes un client SSQ ou la capitale et que le webinaire d'aujourd'hui vous a convaincu à amorcer ou encore à bonifier une démarche de santé organisationnelle, je vous invite à communiquer avec votre chargé de compte pour voir les possibilités de collaboration avec notre équipe qui peuvent s'offrir à vous. Je vous remercie pour votre présence parmi nous et je cède la parole à ma collègue Kathleen pour la période de questions au Dr Morin. À toi, Kathleen. Merci Mélina, merci encore M. Morin pour vos présentations respectives. Puis effectivement, on a des questions, on en a plusieurs. On a certainement du temps pour répondre à quelques-unes, mais comme je l'ai dit au départ, si jamais on n'arrive pas à tout répondre, bien, on n'y arrivera certainement pas parce que merci pour votre intérêt. On va répondre par courriel. Première question, M. Morin. Quelle est votre opinion sur les bracelets connectés? J'en ai d'ailleurs un moi-même, comme Fitbit, Apple Watch, pour analyser et améliorer le sommeil. Moi, je suis très intéressée d'entendre votre réponse là-dessus. Je pense que c'est une bonne façon de se sensibiliser à l'importance du sommeil. Lorsqu'on doit saisir certaines informations sur nos habitudes, que ce soit le sommeil, l'alimentation ou l'activité physique, qu'on le veuille ou non, ça nous sensibilise à l'importance de ces aspects-là dans notre vie et à leur importance pour la santé. Donc, moi, je suis 100% en faveur de ça. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup trop de ces appareils-là, certains des gadgets qui sont commercialisés avant d'être bien validés. Alors, je pense qu'il faut faire attention lorsque un appareil nous dit exactement à quelle heure on devrait se coucher, à quelle heure on devrait se lever, puis à quel moment de la nuit on a notre meilleur sommeil. Là. Les appareils se perfectionne, puis utilise différents paramètres, notamment le mouvement, la température corporelle, le rythme cardiaque. Disons que ça se perfectionne, mais on n'est vraiment pas rendu à l'étape où un programme de traitement, par exemple, pour les problèmes de sommeil est bien validé. Il existe des programmes numériques en ligne, mais pas à partir d'un Fitbit, par exemple. Merci infiniment. J'enchaîne tout de suite avec une deuxième question. Est-ce que vous avez des conseils pour des personnes qui ont des horaires atypiques? Vous savez, des horaires là, qui peuvent affecter le sommeil. Avez-vous des conseils pour ça? Certaines de nos organisations ont sûrement ce genre de situation-là. Oui. Si on parle des cas extrêmes, des travailleurs de nuit, d'abord, ces individus-là sont vraiment en manque de sommeil. Non seulement ils font souvent de l'insomnie le jour, mais ils accumulent une dette de sommeil importante. On estime que ces gens-là qui travaillent sur des quarts de travail de nuit dorment à peu près l'équivalent d'une nuit de moins par semaine que le travailleur de jour. Ça fait que pensez-y, c'est énorme.
C'est énorme. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Il y a quand même des recommandations qu'on peut faire. La première, c'est si on parle d'un quart de travail de nuit, disons de 11 heures à 7 heures le matin, là, c'est bien important de rentrer à la maison tout de suite puis d'aller se coucher en arrivant. Après avoir vu les enfants manger, peut-être, mais parce que notre système est encore en mode sommeil en avant-midi. Mais il faut pas faire l'erreur de faire des courses avant de rentrer à la maison, puis d'arriver à la maison vers 11 heures midi, puis commencer notre période de sommeil à midi. Là, c'est certain qu'on va dormir moins longtemps. Plus on attend dans le milieu de la journée comme ça, plus notre période de sommeil va être courte. Donc, il faut aller chercher toutes les heures de sommeil qu'on peut en avant-midi, peut-être jusqu'à midi, 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Si on va chercher un 5-6 heures de sommeil là, ben, peut-être qu'on pourra prévoir une sieste d'1 heure, 1 heure et demie en soirée avant de retourner au travail. Ça, c'est vraiment, faut pas forcer la note. Si à 1 heure d'après-midi, on est réveillé, là, il faut pas forcer la note. On est mieux de se lever, vaquer à nos occupations et prévoir un deuxième épisode de sommeil. L'autre chose qu'il faut bien faire attention aussi, il faut protéger notre sommeil. Si on dort, si on travaille de la nuit, on dort le jour, on est à l'envers de tout le monde. Donc, faut se protéger contre les appels téléphoniques, les sonnettes à la porte, l'été, les bruits des tondeuses du voisin. Puis, à la limite, il faut se construire un bunker au sous-sol pour vraiment s'isoler complètement. Mais après ça, là, c'est d'avoir une famille qui est compréhensive et qui s'adapte un peu à notre horaire. Mais c'est vraiment pas facile, là. Merci. Excellente réponse. Maintenant, parlons des super-héros. Vous savez, ceux là, qui disent qu'avec 3-4 heures de sommeil, ils sont 100% fonctionnels. C'est quoi votre opinion à ce niveau-là? Ben, tout à l'heure, je disais que les adultes, on a besoin de 7, 8, 9 heures de sommeil. C'est la moyenne. Il y a des différences individuelles. Il y a des petits dormeurs naturels et des longs dormeurs, des personnes qui ont besoin de 9-10 heures, sinon ils sont pas. On aime mieux pas les avoir autour de nous pendant la journée. Mais pour ce qui est des petits dormeurs, il y en a peu. Il y en a qui s'en tirent avec 5-6 heures par nuit, mais quand on est rendu à 3-4 heures, là, il y en a très, très peu. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent, bon, ben, Grégory Charles, lui, il fonctionne avec je sais pas combien d'heures de sommeil, puis il y a des gens fameux qui ont dit avoir fonctionné avec très peu de sommeil, mais en général, ces gens-là vont se reprendre à un moment donné. Dès le moment où ils vont avoir l'occasion de faire une sieste, ils vont en faire une, puis la sieste, si on est en manque de sommeil, bien, ça peut quand même être une bonne solution, mais il faut faire attention au moment et à la durée de la sieste. Une sieste, pour être bénéfique, ne devrait pas excéder 30 minutes. Si on dort plus longtemps, peut-être qu'on va avoir un sommeil plus profond, mais ça va être beaucoup plus difficile de reprendre nos activités parce qu'on va avoir atteint un stade de sommeil profond. Et l'autre chose, c'est que si on dort trop longtemps, on se trouve à hypothéquer la prochaine nuit de sommeil. Donc, on a vu dans la première diapo que le sommeil profond, c'est dans la première heure de sommeil. Donc, si on fait une sieste d'1 heure en fin de journée ou pire en soirée, ben, ça hypothèque la prochaine nuit de sommeil. Et la sieste devrait se faire avant 3-4 heures d'après-midi. Plus on la fait près de notre période habituelle de coucher, plus ça va avoir un impact négatif sur notre prochaine nuit de sommeil. Mais la sieste, c'est vraiment une bonne solution pour les gens qui sont en manque de sommeil, par comparaison à ceux qui font de l'insomnie. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que, on a parlé de la médication tout à l'heure un peu, ce qui était possible là, pour nous aider avec notre insomnie. L'hypnose, est-ce que vous avez des études sur l'efficacité que l'hypnose pourrait avoir sur les problèmes d'insomnie? Vous savez, il y a toute une panoplie de méthodes dites alternatives ou même de relaxation. Il n'y a pas beaucoup de données probantes sur les approches d'auto-hypnose ou d'hypnose. Moi, j'irais plus vers des méthodes de relaxation conventionnelles ou encore, on sait que la méthode de pleine conscience est très populaire aujourd'hui. Je pense que ça peut être très utile pour les personnes qui ont un problème avec le stress et que ça a un impact sur leur sommeil. Mais l'hypnose spécifiquement, pas vraiment de données là-dessus. Merci beaucoup. Puis si je continue à parler des moyens, tout ça,
Que pensez-vous de la, vous en avez parlé un petit peu tantôt, mais la mélatonine comme solution? La mélatonine, c'est une hormone qu'on produit naturellement la nuit. C'est la glande pinéale qui produit ça. On commence à la sécréter vers 11 heures le soir jusqu'à 3-4 heures du matin, mais le pic est vraiment vers 2 heures du matin. Donc, toutes sortes de produits synthétiques qui essaient de reproduire les effets de la mélatonine. On l'appelle souvent l'hormone du sommeil parce qu'elle est produite la nuit, mais uniquement lorsqu'on est dans la noirceur. Si on s'expose à une lumière vive la nuit, ça va supprimer la production de la mélatonine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on pense qu'avec la COVID, avec le confinement, il y a beaucoup de gens en début de pandémie, on allait moins à l'extérieur. Donc, la lumière du jour, c'est ce qui contrôle nos cycles de veille et de sommeil. Donc, si on s'expose pas suffisamment à cette lumière-là, disons que nos horaires de sommeil vont être plus déréglés. Mais je reviens à la mélatonine, votre question spécifique. La mélatonine, c'est très populaire pour peut-être contrer les décalages horaires. Il n'y a pas beaucoup de décalage horaire de ce temps-là, par contre, mais disons que c'est très utile pour ça. Il faut pas voir la mélatonine comme un somnifère. Ça fonctionne pas de la même façon. On parle plutôt d'un chronobiotique qui va nous aider à régulariser nos horaires de sommeil. Donc, décalage horaire, peut-être le travailleur de nuit qui voudrait prendre ça le jour, mais ça fonctionne pas à première nuit. Souvent, on doit prendre ça comme 2-3 heures avant d'aller se coucher. Puis ça va prendre quelques nuits, voire quelques semaines avant que ça produise des effets. Donc, ça va nous aider à resynchroniser notre horloge biologique. Mais quand je vois des parents qui donnent ça à leurs jeunes parce qu'ils veulent pas qu'ils prennent des médicaments prescrits par le médecin, je suis pas sûr que c'est nécessairement une bonne solution. Les gens qui en prennent pour combattre le décalage horaire, ça peut être d'une certaine utilité. Maintenant, j'irai avec une dernière question, le temps nous le permet. Là. La cause principale du manque de sommeil, est-ce une maladie ou la cause, c'est plutôt l'incapacité de se coucher plus tôt à cause de nos tâches, de nos occupations, etc.? Les causes sont multiples. La première, ce sont les obligations professionnelles et familiales qui font qu'il n'y a pas suffisamment d'heures dans une journée. Mais il y a plein d'autres causes aussi. Le stress, l'anxiété, la dépression peuvent causer un manque de sommeil. Les troubles du sommeil, comme l'insomnie, peuvent causer un manque de sommeil. J'ai parlé d'insomnie aujourd'hui, mais l'apnée du sommeil, c'est un problème de respiration pendant le sommeil qui est associé souvent avec l'obésité et d'autres facteurs médicaux. Mais les gens qui souffrent d'apnée du sommeil, il y en a plusieurs qui ne savent même pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent combattre le sommeil. Et toute la journée, ils ont envie de s'endormir un peu partout. Puis souvent, ces gens-là s'endorment au volant aussi. Donc, c'est vraiment un problème, ça, qui peut causer un manque de sommeil. Mais les gens ne le savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils se lèvent le matin et ils sont plus fatigués que quand ils se sont couchés le soir. Puis ils savent pas trop pourquoi. À moins d'avoir une conjointe, parce que souvent, c'est la conjointe qui va observer qu'il y a des pauses dans la respiration, qu'il y a un ronflement très bruyant. Mais ça, il faut vraiment se faire évaluer dans une clinique du sommeil. Mais les causes du manque de sommeil sont multiples. Mais le remède, il est simple. Hein? Le meilleur remède pour le manque de sommeil, c'est le sommeil. Je trouve que ça termine très bien ce webinaire en disant que le remède miracle au manque de sommeil est le sommeil. Je vous remercie beaucoup, M. Morin. Merci, Mélina, et merci à tous les participants d'avoir été là avec nous. On sait qu'on a des horaires chargés, donc on répondra aux autres questions là, par courriel, comme on l'a dit. Je vous souhaite encore une belle fin de journée. Vous aussi. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci.